Peut-être le savez-vous, peut-être pas, mais c'est un Corse qui a inspiré le Coca-Cola en inventant le vin de coca en 1863. Le pharmacien Angelo Mariani a conquis la planète, une boisson tonique qui désaltéra les plus grandes personnalités du 19e siècle. Avec nous pour en parler, Aymon de L'Étrange. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre passionnant qui s'intitule « Le vin de coca et la naissance de la publicité moderne ». Angelo Mariani, 1838-1914, c'est aux éditions Intervalle. Alors, Angelo Mariani est donc mort en 1914, au début de la Seconde Guerre mondiale. Son nom est tombé dans l'oubli, disons-le. Qui était-il avant d'inventer cette boisson tonique ? Alors, il est né près de Bastia en 1838 d'un père pharmacien. Donc, c'est tout naturellement qu'il s'oriente vers la pharmacie. Donc, il est quelque temps préparateur chez son père à Bastia. Puis, il décide de gagner la capitale. Et on connaît peu de choses, mais on sait qu'il devient préparateur dans une pharmacie du boulevard Saint-Germain à Paris. Et là, il est chargé d'expérimenter les toniques, qui étaient les boissons toniques, les préparations toniques qui étaient très à la mode. Il y avait le vin de quinquina, la base de la quinquina qui soigne la malaria, la noix de cola, et une nouvelle plante, la feuille de coca. Mais bon, on lui dit, regarde ce qu'on peut faire. Alors justement, il n'a que 25 ans lorsqu'il crée cette boisson tonique. Le vin Mariani, c'est quoi au juste ? Alors, ce qu'il décide, c'est un peu le hasard, là, c'est né un peu par hasard. Une cantatrice, un jour, est rentrée dans la pharmacie, elle a dit « Je suis enrouée, est-ce que vous avez quelque chose ?» Mariani n'avait pas grand-chose, il a dit « Bon, voilà, je suis en train de travailler cette petite décoction, cette potion de vin de Bordeaux avec des feuilles de coca, c'est une nouvelle plante, essayez. » Elle boit une ou deux gorgées, elle réfléchit, elle dit « C'est excellent, vous m'en enverrez 12 bouteilles. » Le vin de Coca Mariani était né. Et pourtant, à ma connaissance, ni à Bastia à l'époque, ni à Paris, il n'y a des feuilles de coca. D'où viennent-elles ? Elles viennent alors au début plutôt de Bolivie, bien qu'on appelle ça du Pérou. Et je pense qu'après, il a fait un mélange des deux, parce qu'il y en a qui ont des propriétés plus douces, moins amères, voilà. Non. Quel était l'effet de cette boisson sur ceux qui la buvaient ? Alors, c'est une boisson tonique, comme je vous le disais, comme la quinquina. Bon, alors évidemment, vous allez me parler cocaïne. Bon, la cocaïne est un des 14 alcaloïdes de la coca, seulement il y en a 13 autres. Ouais. Donc, pour lui, c'était mineur. Donc, c'était un des alcaloïdes et il faisait macérer 60 grammes de feuilles de coca dans un excellent vin de Bordeaux. Plusieurs mois, donc une préparation un peu secrète. Et donc, on pense que la dose prescrite de 2 verres par jour correspondait à peu près à l'équivalent d'une ligne de cocaïne inhalée, bon, suivant la taille, suivant la force. Ouais. Alors très vite, donc c'était tonique, indéniablement. C'était un vrai tonique, indéniablement. Alors très vite, il va connaître un succès mondial avec cette invention visionnaire. Le vin de coca, donc un Bordeaux dans lequel on infuse des feuilles de coca. C'est une mixture, il part à la conquête du monde. Comment ça va se passer ? Alors petit à petit, il va créer des bureaux à l'étranger. Et notamment à New York en 1880. Bon, au début, il n'est pas connu, mais c'est la maladie du président Grant, le président américain de l'époque, qui était très malade. Il était en phase terminale d'un cancer de la gorge et il voulait absolument finir ses mémoires. Et ces médecins à bout d'expédient, ayant tout expérimenté, décident, tiens, on va essayer le vin Mariani qui vient d'ouvrir. Bon, essayons. Et miracle ou pas, bon, en tout cas, sa vie a été prolongée de 2-3 mois, et suffisamment pour qu'il ait le temps de finir ses mémoires. Et donc là, il a eu un retentissement dans tous les États-Unis, et tout le monde l'a réclamé. Ouais. Voilà, alors, beaucoup en ont bu, des papes, des artistes, des écrivains, le président, vous le disiez, des États-Unis. Le président des États-Unis. 6 présidents français, 16 souverains dans le monde, 3 papes, des généraux, des maréchaux, des écrivains, des artistes, des peintres, bon, toutes les célébrités de l'époque, un peu dans le monde. Alors on voit défiler depuis tout à l'heure des images, on va en parler tout à l'heure, parce que non seulement il invente une boisson tonique visionnaire, mais il était aussi un précurseur de la publicité moderne. On va comprendre pourquoi. Juste
quelques citations peut-être. Oui. Benoît XV disait, en s'adressant à Marianne, il me semble, il lui disait « Le Saint-Père fait des vœux pour que les santés affaiblies trouvent toujours dans les propriétés du tonique de votre maison un principe de vigueur et de force. » C'est parfois plus drôle. Paul Deschanel disait « Donnez pas mal de coca à Mariani au président, pas trop aux députés. » Et elle est peut-être une petite dernière, elle est courte. L'excellent vin Mariani est très apprécié dans tout le Congo. C'est l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, franco-italien, qui disait cela. Est-ce qu'il y a maintenant un lien avéré entre cette boisson et le soda, le Coca-Cola? Le célèbre soda, dit-on, a été inspiré du vin Mariani. Alors voilà comment c'est né. Donc à Atlanta, un pharmacien américain, donc Pemberton, lui aussi se lançait dans des toniques, il cherchait désespérément une boisson, et très nettement, il décide de copier le vin Mariani, il le dit lui-même, hein, et ça s'appelle le Pemberton, le French Wine Coca, donc c'est la preuve. Mais le vin Coca français. Son malheur, ou sa grande chance, c'est qu'à Atlanta, presque la première année de la prohibition, a voté la prohibition, la première année de la commercialisation. Prohibition de l'alcool. Hein. De l'alcool. Donc il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce stock? Il faut que je recommence ma recette, etc. Donc il enlève le vin. Et il se dit, bon, ce qui était à la mode à l'époque, c'était les fontaines à soda, c'était dans tous les États-Unis. Il se dit, je vais remplacer le vin, puisqu'on m'oblige à le retirer, par du soda. Et alors, il essaye, et c'est un succès qui est non démenti, puisque maintenant, de nos jours, on vend l'équivalent de 1 milliard de bouteilles ou de canettes par jour. Succès pour la grande firme américaine, et pour lui, pour Angelo Mariani? Pour Angelo Mariani, donc ça a continué un petit peu jusqu'en 14. Bon, ça a été plus compliqué au tournant du siècle parce qu'il y a eu des lois de prohibition sur la cocaïne. On a essayé, donc on a obligé même Coca-Cola et Mariani à enlever la cocaïne des feuilles de coca. Et en plus, il a été très copié. Il n'y avait pas les lois de propriété comme de nos jours. Ouais. Donc il y a eu des centaines d'imitateurs dans le monde. Rien qu'en France, j'en ai recensé plus d'une centaine, qui mélangeaient la coca, la quinquina. Ouais. Il y a eu des affiches très célèbres, celle de Mucha, pour le vin des Incas. Bon, voilà. Il y avait le vin des Indiens, le vin des Incas, tous les noms. Et même un Coca-Cola avec un K à Lyon, et dont l'étiquette que je possède a un graphisme qui ressemble très étrangement au lettrisme des étiquettes de Coca-Cola de nos jours. Eh bien, la transition est toute faite. En quoi Angelo Mariani était-il, d'une certaine manière, un précurseur de la publicité que l'on connaît aujourd'hui? Alors, donc, comment se passait la publicité? D'abord, elle ne s'appelait pas la publicité. À l'époque, on l'appelait la réclame. La réclame, oui. Bon, c'est un peu péjoratif de nos jours. C'est-à-dire qu'on avait le droit de faire la publicité pour des pilules qui font repousser les cheveux aux chauves en l'espace de 2 semaines. Pour des pilules pour les virilités défaillantes. Bon, tout ça. La sensualité aussi. On voit cette femme avec une robe, on voit celle-ci avec la bouteille. Voilà, oui, très net. Ça, c'était des arguments de vente. Donc, il n'y avait aucun contrôle. Et donc, les propriétaires faisaient des publicités dans les journaux, vantant eux-mêmes leurs produits. Donc finalement, ça ne devenait pas crédible. Mariani se dit, puisque ça ne marche pas, je vais demander aux autres de faire la publicité. Je ne vais pas la faire moi-même. De témoigner, en fait. De témoigner en faveur de ce vin. Donc il fait envoyer des bouteilles. Suivant l'importance, ça pouvait aller un pape, peut-être une caisse de vin Mariani. Et il leur demandait, envoyez-moi un petit mot de remerciement. Donc le premier à le faire, c'est Gounod, qui lui envoie une partition avec 2-3 rimes sur la coca. Et puis après, ça a été un jeu tout le monde envoyait son témoignage. Il s'en est retrouvé avec des dizaines et des centaines. Donc il s'est dit, je vais les publier. Et il publie ce qu'on appelle les albums Mariani. Il y en aura 14 en tout. Il y a plus de 1000 témoignages. Des peintres de l'époque aussi, par exemple, qui dessinent, qui peignent. Tout à fait. Donc c'est un peu un premier who's-who. Et l'avantage, c'était illustré avec une biographie de chaque auteur. Et ce petit mot, ce jeu d'esprit ou un dessin vantant les mérites de la coca. Alors vous avez fait un travail très riche, de longue haleine. Succès, on l'aura compris, hallucinant. Comment expliquer qu'un tel homme, ce pharmacien corse Angelo Mariani, soit tombé de la sorte dans l'oubli? Je le disais un peu tout à l'heure, donc c'est les lois de prohibition de la cocaïne, c'est les lois contre l'alcoolisme, c'est
Oui, puis je crois que ses successeurs, son fils et son petit-fils, n'ont pas su mener la barque aussi bien. Donc quand il est mort, il était très célèbre. En 14, des milliers de personnes ont assisté à son enterrement à l'église de la Madeleine. Parce en plus, il était un vrai mécène. Et bon, il était devenu le premier millionnaire de la Coca. Et donc, il distribuait son argent à des artistes, à tous les artistes qui comptaient. Il était très prodigue et distribuait son argent très volontiers. Ses héritiers n'ont pas suivi, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas connu quand je disais ça, c'est-à-dire au sens même du grand public, hein, aujourd'hui encore? Oui, bon, les Corses le connaissent un peu. Et paradoxalement, je dirais, il est plus connu aux États-Unis à cause de cette histoire de Coca-Cola qu'en France. Ouais. Donc, Et comment vous avez été, vous, amené à vous intéresser à Angelo Mariani? C'est simple, une vente aux enchères, il y a plusieurs années ça, je suis tombé sur la très belle affiche de Chéret qui vantait un produit que j'ignorais, ça s'appelait le vin de Coca, le vin Mariani à la Coca du Pérou. J'ai dit qu'est-ce que c'est ça, j'ai trouvé l'affiche très belle et j'ai fait des recherches et je me suis dit tiens voilà un personnage, plus je trouvais, j'ai commencé à collectionner des centaines de pièces du monde entier. Alors on sait qu'il y a des bouteilles de vin que l'on retrouve au bout de dizaines d'années, voire de whisky. Est-ce que vous avez remis la main sur du vin de Coca? Est-ce que vous avez alors, un ami à moi, on a réussi à en trouver à un prix fort onéreux et on en a bu une fois à plusieurs personnes. C'était un vin qui était des années 50 probablement, puisqu'on en trouvait en pharmacie jusque dans les années 1960, figurez-vous. Qu'est-ce que ça donne alors? Ça avait un goût de vieux Porto, de vin cuit, un Banyuls. Oui, bon, ça avait un peu perdu de ses propriétés, évidemment. Ouais. Et quel effet ça vous a fait? Que je vous dis, comme un vin, on en a bu un petit verre. Avec modération, vous avez dit. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Aymon de l'étrange Angelo Mariani, 1838-1914, le vin de Coca et la naissance de la publicité moderne, édition Intervalle. Merci d'être venu nous raconter cette très belle aventure. C'est moi qui vous remercie.